Hola à toutes et holo à tous, comment allez-vous? Moi ça va bien, il fait encore beau, il fait encore chaud, c'est la rentrée et encore un peu l'esprit des vacances, donc c'est génial. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode concernant mes derniers achats DVD, Blu-ray et CD. J'avais pas forcément envie au début de faire ça entre quatre murs. J'avais envie d'aller prendre l'air, de tourner la vidéo en pleine nature devant les arbres, ça aurait été super sympa. Mais comme je ne me suis pas assez organisé, on reste donc finalement à l'intérieur. J'ai quand même ouvert la fenêtre, hein, histoire de compenser un peu. Et puis nous avons aussi ce magnifique fond bleu. Voilà, ça fait la mer, comme ça c'est très beau, très joli. Vous m'en direz des nouvelles. On commence tout de suite le schmilblick. On commence par du thriller, par du canadien, par du Dennis Hopper avec Asia Argento. On commence par The Keeper de Paul Lynch. Paul Lynch, c'est pour mémoire le réalisateur du film Le Bal de l'horreur avec Jamie Lee Curtis. Et ici, ils mettent en scène une histoire de stripteaseuse, Gina, interprétée par Asia Argento, qui est capturée et séquestrée dans la cave d'un flic, joué par Dennis Hopper. Il fait ça en fait pour lui apprendre l'ordre et la morale, et pour la remettre dans le droit chemin de manière très enfantine, avec un système de points et tout un tas de serments qui vont avec. Donc tous les ingrédients d'un parfait thriller, suspense, tension et retournement de situation. Ouais, bof, et on repassera. En voyant les images derrière, et Dennis Hopper et Asia Argento sur la jaquette, je m'étais dit que ça allait être assez rock'n'roll comme film. Et en fait, non. The Keeper, c'est typiquement le genre de film qui passe en deuxième partie de soirée sur D17 pendant que t'es en train de digérer ta pizza et tes chips. Donc, niveau rock'n'roll, on peut beaucoup mieux faire que ça, je pense. J'étais assez surpris de voir Asia Argento dans un film aussi bas de gamme, alors qu'elle est quand même réputée pour être une actrice au choix exigeant. Moi, perso, c'est une actrice que j'adore. Je trouve qu'elle a une filmographie passionnante entre l'Italie, la France et les États-Unis. La nana, elle arrive quand même à réunir dans son CV déjà son père, Dario Argento, et puis des gens comme Michel Soavi, Lamberto Bava, Patrice Chéreau, Abel Ferrara, Michael Radford, Gus Van Sant, Bertrand Bonello, Georges Romero, Sofia Coppola, Tony Gatliff, Olivia Assayas, Catherine Breillat et bien d'autres. Elle a joué avec les plus grands, elle a une carrière de dingue alors qu'elle a seulement 40 berges. Donc là, à mon avis, elle a accepté de jouer là-dedans parce qu'elle allait avoir Dennis Hopper comme partenaire. Je ne vois pas d'autre motivation à part celle-là, surtout qu'on les a retrouvés tous les deux ensemble l'année plus tard dans Le Territoire des Morts de Romero, que j'aimerais du coup volontiers échanger contre ce Keeper, que je vais garder pour le moment uniquement pour Asia Argento. Après, si un jour ma collection manifeste le besoin de lâcher du lest, bah, elle repartira dans un cash, peut-être au prix où je l'ai acheté, c'est-à-dire 1,99€ chez Easy Cash. Je continue avec une autre de mes actrices fétiches, mon actrice fétiche. J'ai réussi à me procurer le tout premier film de Jennifer Tilly, No Small Affair, de Jerry Skatsberg, sorti en 84. C'est un import anglais. Le film est sorti en France en VHS sous le titre Pris sur le vif, mais n'a jamais été édité en DVD. Donc moi qui suis fan de Jennifer Tilly, ne pas avoir son tout premier film dans ma collection, ça l'affichait un peu mal. Donc j'ai commandé cet import auprès d'une boutique. Pas de sous-titres français, mais en anglais, ce qui apporte toujours un plus pour la parfaite compréhension des dialogues. No Small Affair, c'est une comédie romantique entre Charles, un lycéen passionné par la photo qui vit complètement dans sa bulle, et Laura, une chanteuse de rock qui galère et qui perd peu à peu la foi en ses rêves. Et comme il tombe fou amoureux de Laura, Charles fait tout son possible pour donner un coup de pouce à la carrière de la chanteuse. Mais le problème, c'est que ça tourne à chaque fois en catastrophe. J'ai beaucoup aimé ce film que j'ai trouvé très attachant, très chaleureux, très enlevé, vraiment très cool. C'est filmé à San Francisco, avec les ports de pêche, les petites ruelles entre les immeubles, les petits bistrots. Je trouve ça super charmant. Moi, ça me fait rêver ce genre de décor. Puis c'est tip-top comme ambiance pour raconter ce genre de petite romance. Le casting est génial aussi, puisqu'on retrouve Demi Moore, John Cryer, comme pour Jennifer Tilly, c'est son tout premier film. Il y a aussi Elizabeth Deli et Tim Robbins. C'est un plaisir de voir ces acteurs à leur début tous ensemble. Jennifer Tilly, elle joue le rôle de Mona, une geekette qui passe son temps à jouer à Miss Pac-Man. Elle a une bonne répartie de surcroît parce qu'il y a un moment, il y a le personnage de Tim Robbins qui lui demande quelle est la taille de son soutif et elle lui répond bah t'as qu'à multiplier la taille de ta bite par 10 et ajouter ton QI et t'auras la réponse. Ce qui laisse Tim Robbins en plein désarroi de calcul mental. On peut trouver un gif de cette réplique sur internet d'ailleurs. Bon, à l'époque, pour Jennifer Tilly, on est dans l'épaisse touffe de cheveux et les grosses lunettes qui bouffent le visage. On est encore loin de la femme fatale de Barnes et de la fiancée de Chucky. Mais ça reste en tout cas No Small Affair, un indispensable pour les fans de Jennifer Tilly, dont je suis très heureux d'en faire partie et où j'espère en avoir initié quelques-uns parmi vous.
Encore de brillantes actrices dans un très bon film avec Hilary Swank et Chloé Sevigny dans le culte Boys Don't Cry de Kimberly Peirce, trouvé en Blu-ray chez Nose pour 3,99€ seulement. Quand je l'ai vu en Blu-ray à un prix aussi dérisoire, ça a été tout de suite l'émeute dans le rayon. J'étais content de l'avoir trouvé aussi facilement parce qu'il était inscrit dans ma wishlist depuis un petit moment. Boys Don't Cry s'est inspiré de l'histoire vraie de Brandon Tina, un homme transsexuel américain. Il retrace les 2 dernières années de sa vie avec sa tentative d'avoir un nouveau départ dans une nouvelle ville avec de nouveaux amis et surtout son histoire d'amour avec Lana Tisdale et comment tout ça ensuite va être détruit lorsque son nouvel entourage va découvrir qu'en fait Brandon est biologiquement une femme. C'est une histoire très touchante qui forcément, je vais faire un peu de poésie, mais ouvre l'esprit et le cœur. C'est un peu ça aussi le rôle du cinéma en même temps. La mise en scène est très sobre. On est au fin fond de l'Amérique, dans le Nebraska, au début des années 90, avec des personnages qui, pour la plupart, s'ennuient, sont un peu étouffés par la routine, par le manque de perspective autour d'eux, et qui rêvent d'une nouvelle vie, de nouvelles sensations. Donc il y a pas mal de mélancolie, de jolies choses qui s'en dégagent. La relation entre Brandon et Lana, elle est mise en scène et interprétée avec beaucoup de douceur et de simplicité. On sent bien la symbiose, la confiance entre les deux personnages. Bon, après la fin, c'est extrêmement violent. J'avais beaucoup de mal à regarder. J'étais presque obligé de mettre ma main devant les yeux parce que c'était un peu trop dur à supporter pour moi. Mais bon, à part ça, c'est évidemment un film que je recommande à tous. Moi, j'adore en plus Chloé Sevigny qui joue le rôle de Lana. Cette fille, elle a un physique exceptionnel, un jeu d'actrice très brut. Elle aussi, elle a un parcours sublime. Elle a joué dans une quantité de films cultes. Elle a un univers bien à elle. Et ici, dans Boys Don't Cry, avec Hilary Swank, elle forme un très beau duo de cinéma à apprécier et à vénérer sans aucune modération que ce soit. Ensuite, une petite BO. Que dis-je? Une grande BO. J'ai été voir au cinéma il y a 2 mois le film The Neon Demon de Nicolas Winding Refn, que j'ai hyper surkiffé, où tous mes sens ont été pleinement régalés. Un film qui m'a beaucoup hanté à la sortie de la salle et quelquefois quand j'y repense encore. Et bien sûr, c'est difficile de ne pas y repenser quand j'écoute en boucle l'excellente BO du film, composée par Cliff Martinez, qui est le compositeur fétiche du réal depuis Drive. Et il a bien raison de ne pas le lâcher. Autant Nicolas Winding Refn est vraiment un cinéaste visionnaire qui vous embarque corporellement, on peut le dire, dans ses univers. Autant Cliff Martinez est vraiment son double, son équivalent musical. Il est aussi très novateur dans ce qu'il propose. Voilà, c'est pas juste un simple score pour faire joli sur les images. L'image et la musique sont vraiment en osmose dans le film. Pour tout vous dire, à certains moments, j'avais presque envie de me mettre debout sur mon fauteuil pour danser devant l'écran. Mais bon, comme il y avait un peu de monde, je m'en suis abstenu, parce que voilà, il vous entraîne dans des rythmes très électro, d'autres plus planants. Ça envoûte, ça fait peur, on rêve, on cauchemarde, parfois les deux en même temps. C'est pas juste les oreilles qui prennent le jus, c'est absolument tout le corps. Donc il faut vraiment la voir, cette BO, à écouter en boucle avant la sortie du Blu-ray. Il y a aussi une chanson de Sia, Waving Goodbye. Vous l'avez sûrement remarqué, Sia est un peu la reine des génériques de fin en ce moment au cinéma. Entre The Neon Demon, La Cinquième Vague, Le Monde de Dory, The Shallows, elle est partout. Sauf dans Camping 3, je crois qu'elle n'y est pas. Ensuite, petit coucou à Wes Craven avec une de ses productions, The Breed, que j'ai trouvé neuf sur le marché de ma ville pour 50 centimes, réalisé par Nick Mastandrea. Nick Mastandrea, il a été l'assistant réalisateur sur quasiment tous les films de Wes Craven depuis Le Sous-sol de la peur, et aussi producteur associé sur certains. Et ici, il s'agit de son premier film en tant que réalisateur, avec en vedette Michel Rodriguez et ses petits amis qui sont pourchassés et attaqués par une meute de vilains toutous très agressifs sur une île déserte. Je suis plutôt intéressé par les films avec des chiens méchants. Et évidemment Cujo de Lewis Teague, qui est une grosse référence adaptée de l'œuvre de Stephen King. J'avais vu aussi celui de Brian Yuzna, Rottweiler, qui n'est pas bon du tout. Et un autre quand j'étais plus jeune, et que j'aimerais beaucoup revoir, de John Lafia avec Lance Henriksen, et qui s'appelle Max, le meilleur ami de l'homme, qui m'avait beaucoup fait pleurer, je m'en souviens. The Breed, alors malgré Wes Craven et Nick Mastandrea, et malgré leur expérience réussie dans le passé avec un méchant Rottweiler dans le sous-sol de la peur, il est pas ouf, il est pas ouf du tout, c'est d'une très grande platitude. Ça aussi, c'est calibré pour passer en deuxième partie de soirée sur D17, même si c'est pas un gros nanar tout gluant pour autant, c'est pas fait n'importe comment, l'image est jolie, la lumière est bien, les acteurs sont corrects, ce sont de vrais chiens devant la caméra, il n'y a pas la moindre trace de CGI ou de bidule qui fait faux. Le scénario sort pas trop de grosses conneries non plus. En fait, je pense qu'ils ont voulu faire quelque chose de tellement sérieux, de tellement premier degré,
que le résultat au final il est juste chiant quoi, sans audace, sans rythme, sans créativité. Puis entre les personnages, il y a des petites histoires de couple, machin, des histoires de famille qui n'apportent strictement rien à l'histoire. À la limite, j'aurais préféré un truc hyper centré sur les chiens, hyper centré sur l'action, un truc très survival quoi. J'ai pas trop aimé le décor non plus. Une île déserte avec un serpent, un crocodile, ok, mais avec des chiens, je sais pas, je trouve que ça va pas ensemble, même si c'est pas une île exotique qu'on trouve ici, on est plus sous des conifères que sous des palmiers. Mais bon, de toute façon, île ou pas île, j'ai pas accroché du tout. Je garde, parce que ça fait toujours un plus pour ma collection Wes Craven, mais sinon, retourner à Cujo, c'est bien mieux. On termine par un rêve bleu. Je n'y crois pas, c'est merveilleux de l'avoir trouvé pour seulement 1,50 € au vide-grenier. Je parle évidemment du grand Disney Aladdin de Ron Clements et John Musker. Si vous allez souvent en cash, vous savez que trouver des Disney pour moins de 6-7 €, c'est cause perdue. C'est pour ça que les vides-greniers, ce sont vraiment les places to be pour choper des DVD Disney contre un peu de ferraille, dans la mesure où les gens sont vraiment là pour se débarrasser de leur bazar et que Disney ou pas, ils s'en foutent un peu de la valeur des DVD. Tant mieux pour nous, les collectionneurs, hein. Je n'ai pas spécialement envie de faire un full set Disney chez moi. Mais c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui me tiennent à cœur et qui me rappellent plein de souvenirs. Disney pour moi, c'est surtout à l'époque, par exemple, avec le CE de ma mère, on allait voir à chaque Noël le dernier Disney avant d'aller prendre le goûter avec le Père Noël chez Flunch. En ce temps-là, le nouveau Disney sortait à chaque fois à la période de Noël. C'était vraiment l'un des gros temps forts de la fin de l'année. Il y avait aussi, je m'en souviens, pour l'occasion chez McDo, avec le repas enfant, des petits jouets du nouveau Disney à collectionner. Puis tout était décoré dans le McDo en fonction du film. Ça se mélangeait avec les décos de Noël. Donc moi, dans ma chambre, j'essayais de reproduire la même chose. Puis les cadeaux que je commandais, c'était toujours par rapport au dernier Disney. Il y avait aussi les figurines dans les céréales. C'était la baston avec mon frère pour l'avoir. Je pense que vous avez tous connu ça. Puis les images Panini avec l'album pour les coller dedans. Enfin, tout le tralala promo de produits dérivés. C'était vraiment à chaque fois un phénomène. Et Aladdin, c'était pour le Noël 93. Il était sorti quasiment en même temps que Jurassic Park. Donc Aladdin et Jurassic Park, c'était les deux gros films qui cartonnaient dans les conversations et les jeux à la récré. Donc voilà, tout ça, c'est plein de souvenirs. J'ai pas grand chose à dire sur Aladdin. C'est juste un chef-d'œuvre, c'est parfait, c'est grandiose. J'avais pas revu ce dessin animé depuis, je sais pas, 15 ans, mais malgré ça, tout était resté bien au chaud dans le cortex. Il y a des choses qu'on comprend plus quand on voit ces dessins animés une fois adultes, ce qui fait que ça demeure indémodable, intouchable. Et ça continuera ainsi parce qu'après, il y aura la phase de transmission où moi je regarderai ça plus tard avec mon neveu. Donc c'est pour ça que c'est vraiment super, quoi, et que ça traverse le temps sans aucun problème. Voilà, sur ces jolis souvenirs, sur ces jolies paroles, ma vidéo se conclut. On peut récapituler par exemple, donc pour faire une sorte de magnifique générique de fin. Donc nous avions Aladdin de Ron Clements et John Musker, The Breed de Wes Craven, la BO de The Neon Demon de Cliff Martinez, le Blu-ray de Boys Don't Cry de Kimberly Pierce, No Small Affair de Jerry Skatzberg, et puis The Keeper de Paul Lynch. Voilà, merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, à rejoindre la joyeuse communauté. On se retrouve dans quelques semaines, et là c'est pas un rêve bleu que je vais vous proposer, mais c'est un rêve noir.